Avez-vous déjà regardé les vieilles photographies du 19e siècle avec une réelle attention? Pas en feuilletant rapidement les pages des manuels d'histoire, mais avec une loupe, avec une analyse critique de chaque détail. Je parle de ces clichés même que l'on nous présente comme un témoignage documentaire de l'ère des grands bâtisseurs et des révolutions industrielles. Arrêtez-vous une seconde et posez-vous une question simple qui fera s'écrouler toute votre vision du monde. Pourquoi les gens sur ces photos ressemblent-ils à des passants aléatoires, égarés sur les ruines d'une civilisation étrangère beaucoup plus développée? Pourquoi leur mode de vie, leurs vêtements, leur technologie sont-ils si manifestement en décalage avec la grandeur des bâtiments devant lesquels ils posent? On nous a menti toute notre vie sur qui nous sommes et d'où nous venons. L'histoire officielle craque de toutes parts. Il suffit d'en retirer une seule brique de mensonge. Et aujourd'hui, nous allons retirer la brique la plus importante. Nous allons parler de la raison pour laquelle les rois et empereurs du 19e siècle ressemblent à des sauvages ayant conquis les palais vides des dieux. Regardez Saint-Pétersbourg, Paris, Rome ou même Chicago au milieu du 19e siècle. Que voyez-vous? Des constructions grandioses avec des colonnes en granit massif pesant des centaines de tonnes. La cathédrale Saint-Isaac, le Capitole, les temples antiques qui se dressent partout dans le monde. Une géométrie parfaite, une pensée d'ingénierie extrêmement complexe. Un travail de la pierre à un niveau inaccessible même aux machines-outils modernes à commande numérique. Et maintenant, baissez les yeux. Qu'y a-t-il là, au pied de ces colosses? De la boue. Une boue impénétrable dans laquelle errent des gens en lapetis ou en grosses bottes. Des chevaux, des charrettes, du fumier et une absence totale d'égout. Croyez-vous vraiment qu'une civilisation capable de tailler dans le granit une colonne parfaitement ronde de 20 mètres de haut et pesant 114 tonnes n'aurait pas pu paver la rue devant sa création? C'est une dissonance cognitive que les historiens tentent de masquer avec de jolies histoires sur le servage et les autodidactes de génie. Soyons honnêtes, nous avons devant nous une image de post-apocalypse. Les gens sur les photographies des années 1860 ne construisent pas ces bâtiments. Ils les occupent. Ils ressemblent à des squatteurs qui se sont installés dans des appartements de luxe abandonnés. Ils accrochent leurs enseignes primitives, tavernes ou boulangeries, sur des façades ornées de bas-reliefs d'une complexité incroyable. Ils insèrent des cadres en bois tordu dans de gigantesques ouvertures cintrées qui n'étaient manifestement pas destinées à des vitres, mais à autre chose. C'est un culte du cargo à l'état pur. Nous voyons des sauvages qui ont trouvé des artefacts divins et tentent de les adapter à leur mode de vie misérable. Ils chauffent ces palais au bois, perçant des trous pour les tuyaux de poêle directement à travers des moulures uniques. Car le système de chauffage original, sans combustible et parfait, leur est incompréhensible et inaccessible. Ils ne savent pas comment cela fonctionne. Ils se contentent de survivre entre des murs qu'ils n'ont pas construits. La science officielle affirme que ces bâtiments ont été érigés à l'aide d'un ciseau, d'un marteau et à force de bras. On nous dit que des hommes en lapetis tiraient la colonne d'Alexandre à l'aide de cordes. Avez-vous essayé de calculer la physique de ce processus? Pour soulever un poids de 600 tonnes, il ne faut pas seulement des cordes et des poulies. Il faut une logistique extrêmement complexe. Il faut des routes capables de supporter une telle charge. Il faut des mécanismes dont il n'y a aucune trace sur aucune gravure, sur aucune photo. Où sont les grues de construction? Où sont les usines de production de millions de briques à cuisson parfaite? Où sont les carrières d'où ont été extraits des millions de mètres cubes de pierre? Elles n'existent pas. Sur les photographies de l'époque, nous ne voyons que des chefs-d'œuvre achevés et des gens avec des pelles, qui sont tout au plus capables de creuser un fossé. Cet écart technologique est impossible à expliquer par l'évolution. Ce n'est pas un développement, c'est une dégradation. Imaginez que dans 200 ans, des archéologues trouvent un smartphone moderne
entre les mains d'une tribu de la jungle amazonienne. Affirmeront-ils que cette tribu a créé des microprocesseurs en utilisant des bâtons et des pierres? C'est exactement ce que les historiens nous refourguent. Ils nous font croire qu'une société primitive, dépourvue d'antibiotiques, d'électricité et de transports normaux, a créé des chefs-d'œuvre architecturaux que nous ne pouvons pas reproduire aujourd'hui, même avec nos lasers et notre énergie atomique. Mais le plus effrayant n'est pas qu'ils nous mentent. Le plus effrayant est la raison pour laquelle ils le font. Car si l'on admet que ces bâtiments n'ont pas été construits par nous, il faudra répondre à la question: où sont passés ceux qui les ont construits? Et pourquoi avons-nous pris leur place? Regardez attentivement les visages sur les anciens daguerréotypes. On n'y voit pas la fierté des bâtisseurs, on y voit de la perplexité et la peur de la survie. Ce sont des gens qui ont survécu à une catastrophe. Ils sont peu nombreux. Les villes sur les photos du milieu du 19e siècle sont effrayamment désertes. D'immenses avenues, conçues pour un trafic de millions de personnes, sont désertes. Les rares charrettes semblent misérables face aux larges boulevards. Ce sont des villes fantômes qui commencent tout juste à être habitées par de nouveaux occupants. Par nous. Nous sommes les descendants de ceux qui sont venus sur les cendres. Nous sommes ces mêmes sauvages qui ont revêtu des fracs et des chapeaux hauts de forme pour paraître plus importants, mais qui n'ont jamais compris la fonction des dispositifs dont nous avons hérité. Et tout de suite, je vais vous le prouver, chiffres et faits à l'appui. Préparez-vous, car nous allons maintenant nous aventurer là où la science officielle craint de regarder. Dans le prochain bloc, nous examinerons l'impossibilité technique de ce qui est écrit dans les manuels. Vous verrez que les mathématiques sont le principal ennemi de la fausse histoire. Laissons de côté les émotions et activons une logique sèche et impitoyable. Prenons une calculatrice et calculons simplement ce qu'on hésite à nous enseigner à l'école. Prenons l'exemple de Saint-Pétersbourg, une ville que l'on appelle la fenêtre sur l'Europe, mais qui ressemble davantage à un monument de technologie impossible. La version officielle affirme que la ville a été construite à partir de zéro sur des marécages en un laps de temps incroyablement court. On nous dit que Pierre le Grand a fait venir des milliers de paysans et que ceux-ci, ayant de l'eau glacée jusqu'à la taille, ont érigé la capitale impériale. Mais regardons les volumes. Il ne s'agit pas de dizaines, mais de millions et de milliards de briques. Pour construire un tel nombre de bâtiments dans le centre historique, il fallait des usines à l'échelle industrielle, fonctionnant 24 heures sur 24. Pour la cuisson des briques, il faut du combustible. Beaucoup de combustible. Si vous regardez les vieilles cartes et gravures des environs de Saint-Pétersbourg des 18e et 19e siècles, vous verrez une image étrange. Il n'y a pas de forêt. La région est nue comme un genou. D'où tirait-on le bois pour la cuisson de milliards de briques? Le transporter sur des charrettes sur des centaines de kilomètres par des chemins impraticables? C'est un absurde logistique qui rend la construction en or et impossible en termes de délai. Mais la brique n'est que la moitié du problème. Parlons du granit. Promenez-vous le long des quais de la Neva. Vous voyez des kilomètres de parapets en granit, parfaitement ajustés les uns aux autres. Une maçonnerie polygonale où l'on ne peut pas glisser une lame de rasoir entre des pierres pesant plusieurs tonnes. On nous dit que cela a été fait à la main, avec des ciseaux à pierre. Avez-vous déjà essayé de travailler le granit? C'est l'une des roches les plus dures de la planète. Quand on le frappe avec un ciseau, il s'effrite, se fend, mais ne se coupe absolument pas comme du beurre. Or, nous voyons des coupes nettes, des surfaces parfaitement planes qui ne peuvent être obtenues qu'avec des scies circulaires à revêtement diamant et une vitesse de rotation énorme. Et le polissage? Les colonnes de granit de la cathédrale Saint-Isaac ont un poli miroir. À la main, en frottant la pierre avec du sable, vous n'obtiendrez jamais une telle géométrie. Vous obtiendrez une surface ondulée et irrégulière. Ici, c'est un cylindre parfait. C'est un usinage mécanique. Des tours de taille gigantesque,
Où sont-ils? Où ont-ils disparu? Pourquoi dans les musées nous montre-t-on des scies rouillées et des maillets en bois, affirmant que ce sont ces outils qui ont créé des chefs-d'œuvre que nous ne pouvons pas reproduire aujourd'hui? Allons plus loin. La baignoire du Tsar dans le parc de Babolovo. Une cuve taillée dans un seul bloc de granit pesant 48 tonnes. Des parois fines comme une coquille d'œuf, parfaitement lisses. Officiellement, elle a été sculptée par le maître Samson Soukhanov pendant plusieurs années. Imaginez la tension du matériau. Un seul faux mouvement de marteau, une micro-fissure, et des années de travail réduites à néant. Pour fabriquer une telle baignoire, il faut retirer les couches de pierre uniformément sur toute la circonférence. Sinon, la tension interne ferait éclater l'ébauche. Il est impossible de le faire à la main. C'est une technologie qui rappelle l'impression 3D ou le fraisage de haute précision. Mais on continue de nous raconter des fables sur des hommes aux mains d'or. C'est une insulte à notre intelligence. On nous fait croire qu'une poignée de personnes illettrées, ne connaissant pas la résistance des matériaux, a créé des merveilles d'ingénierie. Et maintenant, regardez l'ergonomie de ces bâtiments. C'est sans doute la preuve la plus évidente que nous vivons dans des maisons qui ne sont pas les nôtres. Observez les portes des anciennes demeures. Leurs poignées sont souvent situées au niveau de la poitrine, voire plus haut, pour une personne moderne. Les marches d'escalier de certains palais et temples sont si hautes qu'il est inconfortable de les monter. Elles sont conçues pour le pas d'une créature dont la taille dépasse considérablement la nôtre. D'énormes ouvertures en arc, des plafonds de 5 à 6 mètres de haut. Pourquoi? Essayer de chauffer une telle pièce au bois pendant un hiver russe rigoureux. Tout l'air chaud monterait au plafond, et les gens en bas auraient froid. C'est de la physique. Si ces bâtiments avaient été construits par des gens du 19e siècle pour eux-mêmes, ils auraient construit des plafonds bas pour économiser la chaleur. C'est ainsi que l'on construisait dans les villages. Mais dans les palais, nous voyons un mépris total du climat. Cela ne signifie qu'une chose. Soit le climat était différent, subtropical, lorsque ces bâtiments ont été construits, soit les bâtisseurs disposaient d'une source d'énergie que nous ignorons totalement. Électricité atmosphérique? Technologie éthérique? Les cheminées de ces bâtiments n'ont souvent pas de conduit de fumée ou sont conçues de telle sorte que les chauffer au bois signifie s'intoxiquer au monoxyde de carbone. Ce ne sont pas des poêles, ce sont des résonateurs, des parties d'un système complexe dont le cœur a été arraché. Et nous utilisons maintenant l'enveloppe vide, y brûlant des bûches. Un autre fait qui fait exploser le cerveau, c'est l'absence de débris de construction et de couches culturelles. Lorsque vous construisez une ville, le sol est saturé de débris, de copeaux, de briques cassées. Nous sommes ces mêmes sauvages qui ont revêtu des fracs et des chapeaux hauts de forme pour paraître plus importants, mais qui n'ont jamais compris la fonction des dispositifs dont nous avons hérité. Et tout de suite, je vais vous le prouver, chiffres et faits à l'appui. Préparez-vous, car nous allons maintenant nous aventurer là où la science officielle craint de regarder. Dans le prochain bloc, nous examinerons l'impossibilité technique de ce qui est écrit dans les manuels. Vous verrez que les mathématiques sont le principal ennemi de la fausse histoire. Laissons de côté les émotions et activons une logique sèche et impitoyable. Prenons une calculatrice et calculons simplement ce qu'on hésite à nous enseigner à l'école. Prenons l'exemple de Saint-Pétersbourg, une ville que l'on appelle la fenêtre sur l'Europe, mais qui ressemble davantage à un monument de technologie impossible. La version officielle affirme que la ville a été construite à partir de zéro sur des marécages, en un laps de temps incroyablement court. On nous dit que Pierre le Grand a fait venir des milliers de paysans et que ceux-ci, ayant de l'eau glacée jusqu'à la taille, ont érigé la capitale impériale. Mais regardons les volumes. Il ne s'agit pas de dizaines, mais de millions et de milliards de briques. Pour construire un tel nombre de bâtiments dans le centre historique, il fallait des usines à l'échelle industrielle, fonctionnant 24 heures sur 24. Pour la cuisson des briques,
Il faut du combustible, beaucoup de combustible. Si vous regardez les vieilles cartes et gravures des environs de Saint-Pétersbourg des XVIIIe et XIXe siècles, vous verrez une image étrange. Il n'y a pas de forêt. La région est nue comme un genou. D'où tirait-on le bois pour la cuisson de milliards de briques? Le transporter sur des charrettes sur des centaines de kilomètres par des chemins impraticables? C'est une absurdité logistique qui rend la construction en or et impossible en termes de délai. Mais la brique n'est que la moitié du problème. Parlons du granit. Promenez-vous le long des quais de la Neva. Vous voyez des kilomètres de parapets en granit, parfaitement ajustés les uns aux autres. Une maçonnerie polygonale où l'on ne peut pas glisser une lame de rasoir entre des pierres pesant plusieurs tonnes. On nous dit que cela a été fait à la main avec des ciseaux à pierre. Avez-vous déjà essayé de travailler le granit? C'est l'une des roches les plus dures de la planète. Quand on le frappe avec un ciseau, il s'effrite, se fend, mais ne se coupe absolument pas comme du beurre. Or, nous voyons des coupes nettes, des surfaces parfaitement planes, qui ne peuvent être obtenues qu'avec des scies circulaires à revêtement diamant et une vitesse de rotation énorme. Et le polissage? Les colonnes de granit de la cathédrale Saint-Isaac ont un poli miroir. À la main, en frottant la pierre avec du sable, aux États-Unis d'Amérique circulent les soi-disant trains d'orphelins, transportant des centaines de milliers d'enfants sans parents vers des fermes. D'où venaient ces millions d'enfants sans adultes? Où sont leurs parents? Une épidémie? Une guerre? Mais les rapports officiels ne mentionnent aucun conflit capable d'anéantir toute la population adulte en laissant les enfants en vie. Cela ressemble à la colonisation d'une planète vide par un nouveau lot de biorobots. On nous a simplement déposés dans ce monde. On nous a donné des connaissances primitives. On nous a vêtus de vêtements grossiers et on nous a dit « Vivez ». Nous sommes une civilisation d'orphelins, ne se souvenant pas de leurs origines. C'est précisément pourquoi nous n'avons pas de mémoire génétique de la façon de construire ces palais. Nous sommes arrivés sur tout ce qui était prêt. Et cela nous mène à l'événement le plus terrible, dont nous piétinons les traces chaque jour. Une catastrophe mondiale. Ce même cataclysme que les théoriciens alternatifs appellent le déluge d'argile ou la pluie de boue. Ce n'est pas un mythe, c'est de la géologie. Regardez le musée polytechnique de Moscou, ou les bâtiments à Kazan, à Omsk. Partout, la même image. Les premiers étages sont ensevelis sous l'argile et la terre. Ce n'est pas une couche culturelle. L'argile est une roche sédimentaire. Elle ne vient pas de l'air, ni de l'aptis pourri. Pour ensevelir des villes sous plusieurs mètres d'argile homogène, il faut un flux d'eau et de terre d'une puissance colossale. Il s'est probablement produit un déplacement d'épaules, une rupture de gigantesques réservoirs souterrains ou la chute d'un corps céleste provoquant un tsunami qui a fait le tour du globe, emportant d'anciennes civilisations et envasant ces villes majestueuses. Et après, ensuite sont venus les nettoyeurs. Ces mêmes guerres du XIXe siècle, que l'on nous décrit comme des batailles héroïques avec de la cavalerie et des canons, étaient en réalité des opérations visant à achever les survivants et à détruire les vestiges des hautes technologies. Prenez l'incendie de Moscou de 1812. On nous dit que la ville a été incendiée par ses propres habitants. Mais des témoins oculaires décrivent une lumière étrange, une combustion instantanée de la pierre et du métal. Des maladies semblables à la maladie des rayons chez les soldats de Napoléon. La pierre ne brûle pas avec une écharde de bois. La brique ne fond pas dans un incendie ordinaire jusqu'à devenir du verre. Or, dans les forts de Kronstadt et sur les ruines d'anciennes forteresses, nous voyons précisément de la brique et du granit fondu. Ce sont les traces de l'utilisation d'armes à plasma à haute température. On nous a bombardés. Depuis l'orbite ou depuis les airs, peu importe. L'important est que l'histoire a été réécrite, en appelant le nettoyage total du territoire « guerre patriotique ». Nous vivons dans un monde post-apocalyptique.
Ces mêmes beaux bâtiments, palais et cathédrales, ce n'est pas seulement un logement, ce sont des structures techniques. Les temples avec leurs coupoles, leurs dorures et leurs flèches sont des centrales électriques atmosphériques. Elles produisaient de l'énergie à partir de l'éther, de l'électricité atmosphérique, fournissant lumière et chaleur gratuite aux villes. Les croix sur les coupoles ne sont pas des symboles de foi tels qu'on nous les présente aujourd'hui. Ce sont des antennes résonateurs. Regardez leur forme. Ce sont des schémas. Mais après la catastrophe, les connaissances ont été perdues ou délibérément retirées. Les nouveaux maîtres du monde, ceux qui ont pris le pouvoir sur les sauvages survivants, ont coupé le courant. Ils ont retiré l'équipement, l'ont emporté, et ont reconverti les bâtiments en lieux de culte ou en bureaux administratifs. Imaginez ce cynisme. Les gens ont été enfermés dans des boîtes de pierre froides qui autrefois se chauffaient toutes seules et contraints de brûler du charbon et du bois, polluant l'atmosphère. On nous a donné des technologies de combustion d'hydrocarbures, des technologies primitives, sales, serviles, afin que nous dépendions des ressources. L'énergie libre était interdite. C'est pourquoi la mode du 19e siècle est si ridicule. Ces corsets, crinolines, fracs, c'est un culte du cargo. Une tentative d'imiter les images des anciens maîtres sans comprendre le sens de leurs vêtements. Les gens s'étouffaient dans ces vêtements, s'évanouissaient, mais les portaient parce que l'élite le voulait ainsi. Une élite qui, peut-être, connaissait la vérité, mais se taisait. Nous regardons les forteresses étoilées, dispersées sur toute la terre. Officiellement, ce sont des fortifications pour se défendre contre les raids. Mais n'importe quel ingénieur militaire vous dira qu'une telle forme, une étoile avec de nombreux rayons, est absurde pour la défense. C'est une forme idéale pour un circuit d'ondes, pour la génération ou la réception de signaux. Ce sont des circuits intégrés géants sur le corps de la planète. Et ils sont détruits, explosés, enfouis sous terre. Quelqu'un s'est très consciencieusement efforcé d'effacer de la surface de la Terre les traces de cette civilisation, afin que nous pensions être le couronnement de la création, sorti d'une grotte. Mais la vérité est que nous sommes des descendants dégénérés ou des esclaves artificiellement créés, vivant sur les ruines des dieux. Et cette prise de conscience ne provoque pas seulement un choc, elle provoque de la fureur. Car si on nous a volé notre histoire, cela signifie qu'on nous a aussi volé notre avenir. Maintenant que nous avons pris conscience de l'impossibilité physique de la version officielle et que nous avons vu les traces d'un nettoyage global, il est temps de plonger dans l'abîme le plus sombre de cette conspiration. Nous devons comprendre comment on nous a exactement lavé le cerveau. Car la substitution de l'architecture n'est que la pointe de l'iceberg. L'opération principale n'a pas été menée sur la pierre, mais sur notre conscience. Vous est-il déjà arrivé, en vous promenant dans un centre historique, de ressentir une étrange et inexplicable nostalgie pour ces bâtiments? Comme si vous étiez rentré chez vous, mais aviez oublié les clés. Ce n'est pas seulement un plaisir esthétique, c'est un cri de votre mémoire génétique. Votre subconscient se souvient que ce monde était différent, harmonieux et libre. Mais votre conscience, passée au hachoir du programme scolaire, met un blocage et murmure. Ce sont des serfs avec un ciseau qui ont construit ça. On nous a fait une lobotomie informationnelle. Regardez comment est conçu le système éducatif, mis en place partout précisément au 19e siècle. C'est le modèle prussien, créé non pas pour former des créateurs, mais pour fabriquer des exécutants obéissants. On nous apprend à mémoriser les dates des batailles et les noms des tsars qui, peut-être, n'ont jamais existé. Mais on ne nous apprend pas à penser, à comparer et à analyser. On nous a interdit de poser la question « comment ». Comment ont-ils fait cela? On nous donne une réponse toute faite. C'est génial. Et cela doit suffire. Toute tentative de douter du dogme officiel est stigmatisée comme de l'ignorance. C'est un mécanisme de défense de la matrice. Le système se protège lui-même, en se moquant de ceux qui tentent de réveiller les autres. Rappelez-vous les soi-disant expositions universelles de la seconde moitié du 19e siècle.
Paris, Chicago, Saint-Louis, Nijni Novgorod. On nous dit que ces villes fantastiques en pierre blanche, avec des colonnes, des coupoles, des fontaines et un éclairage électrique, ont été construites, attention, en plâtre et en étoupe en quelques mois, pour être ensuite démolies. Y croyez-vous? Regardez les photographies de ces expositions. C'est une architecture antique monumentale. Ce sont des centaines d'hectares d'aménagements parfaits. Et on nous dit que c'était des décors temporaires? Non. C'était une démonstration des vestiges de l'ancienne grandeur avant leur destruction finale. L'élite avait besoin de légaliser ces objets pour ensuite les détruire sous prétexte de clôture de l'exposition. C'était un acte de destruction rituelle des technologies. On y montrait des tramways sans fil, des trottoirs roulants, des télécopieurs et de la vidéoconférence dès le 19e siècle. Et puis tout cela a disparu, pour être inventé à nouveau 100 ans plus tard et nous être vendu pour de l'argent. On nous a transformés en consommateurs de ressources qui étaient auparavant gratuites. L'électricité, l'eau, la chaleur, tout cela était fourni par l'environnement lui-même, accordé aux champs éthériques de la planète. Les palais étaient des machines à vivre. Et on nous a relogés dans des ruches en béton, déconnectés de la source, et on nous a installé des compteurs. Voilà l'essence de la grande réinitialisation. Transformer les dieux en esclaves. The user wants me to translate the provided Russian text into French. I need to ensure the translation is maximally accurate and understandable to a native speaker. Concise and pleasant sounding. No shortening or changing sentence structure, word order. Preserving original formatting. No factual substitution. No system phrases, only the translated text. I will go sentence by sentence, focusing on natural French phrasing while strictly adhering to the original structure and content. Original text breakdown and translation plan. Сделать так, чтобы мы тратили всю жизнь на выживание, на оплату ипотеки за бетонную коробку, которая развалится через 50 лет, в то время как рядом стоят вечные здания, которые мы даже не можем отреставрировать без потери качества. Это насмешка над нами. Каждый раз, когда вы платите за свет, вы платите налог за незнание. За то, что забыли, как брать энергию из воздуха, как это делали строители Исаакиевского собора. Faire en sorte que nous passions toute notre vie à survivre, à payer l'hypothèque d'une boîte en béton qui s'effondrera dans 50 ans, alors qu'à côté se dressent des bâtiments éternels que nous ne pouvons même pas restaurer sans perte de qualité. C'est une moquerie envers nous. Chaque fois que vous payez l'électricité, vous payez une taxe pour votre ignorance, pour avoir oublié comment tirer de l'énergie de l'air, comme le faisaient les bâtisseurs de la cathédrale Saint-Isaac. Эмоционально это принять очень трудно. Возникает чувство бессилия и ярости. Нас обманули не вчера, нас обманывают уже несколько поколений. Наши прадеды уже жили в этой лжи, и они передали ее нам как истину. Цепочка памяти была разорвана. Возможно, те самые поезда-сирот — это и был момент разрыва. Дети, не знающие прошлого, идеальный материал для строительства нового, удобного для хозяев общества. Им дали новые фамилии, новые книги, новую историю, где человек — это произошедшая от обезьяны случайность, а не венец космической инженерии. Нам внушили комплекс неполноценности. Нам говорят: смотрите, как жили раньше. Грязь, чума, инквизиция. Но архитектура говорит об обратном. Архитектура кричит о высочайшей культуре, о гигиене. Вспомните римские термы и акведуки, работающие тысячелетиями. О невероятной эстетике. Émotionnel difficile à accepter. Un sentiment d'impuissance et de fureur surgit. On ne nous a pas trompés hier. On nous trompe depuis plusieurs générations. Nos arrière-grands-parents vivaient déjà dans ce mensonge, et ils nous l'ont transmis comme une vérité. La chaîne de la mémoire a été rompue. Peut-être que ces mêmes trains d'orphelins ont été le moment de cette rupture. Des enfants ignorant le passé sont un matériau idéal pour construire une nouvelle société, commode pour les maîtres. On leur a donné de nouveaux noms de famille, de nouveaux livres,
une nouvelle histoire, où l'homme est une coïncidence issue du singe, et non le couronnement de l'ingénierie cosmique. On nous a inculqué un complexe d'infériorité. On nous dit « Regardez comment ils vivaient avant. La saleté, la peste, l'Inquisition.